de l'école, et notamment les enseignants, ont tout de même pas eu seulement le sentiment d'être malmenés depuis quelques années, mais ont été malmenés. Ils sont fatigués, ils sont parfois désespérés, et ne voient pas tellement d'issue. Ils ont besoin d'un changement. Mais pas seulement eux. L'école a besoin d'un grand changement. Elle a besoin d'une transformation. Et d'ailleurs, le débat en question est intitulé « Refonder l'école ». Pas la replâtrer, la refonder. Et c'est peut-être sur la différence entre replâtrer et refonder qu'on peut essayer de dire deux ou trois choses. Mais pour cela, il faut des conditions. Il faut que les acteurs les plus concernés se mettent d'accord sur un état des lieux, sur un diagnostic, sur la maladie qui ronge l'école. S'il n'y a pas d'accord minimal sur un diagnostic, on ne peut pas se mettre d'accord sur une refondation. Et pour ça, c'est bien de mettre les gens à se parler et de redonner confiance, d'envoyer des signaux positifs, je crois que ça a été fait, même s'ils sont en partie symboliques, d'envoyer des signaux positifs à cette institution et aux enseignants, leur redonner confiance pour qu'on puisse se mettre d'accord sur une nouvelle école. Alors, si ce débat a une utilité, ce sera d'abord celle-là. Ce sera moins de refonder l'école immédiatement et de prendre des décisions, ou toutes les décisions, que de créer les conditions qui permettent de débattre de façon réelle, pas dans un jeu de rôle, sur ce qu'il faut faire concernant notre école aujourd'hui. Et je crois que la première chose qui devrait être comprise de tous, c'est que le modèle scolaire actuel français a échoué. Il a échoué parce que lorsqu'en 10 ans, on met sur le marché 1,5 million de jeunes sans qualification, c'est un échec. Parce que lorsque, on va dire à peu près un quart des élèves de l'école primaire arrivent en 6e sans vraiment maîtriser les mécanismes de base de la lecture, de la compréhension d'un texte, de l'écriture ou du calcul, c'est un échec. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur lorsqu'on a rétabli une confiance entre les acteurs, de dire les choses en face. Et si l'école a échoué, en effet, la refonder, ça veut dire la reconstruire, la transformer. Alors, évidemment, je sais que la thématique des moyens est au centre des débats et des préoccupations. Elle est réelle, c'est un vrai problème, c'est une partie des problèmes. On ne peut pas faire une bonne école si les moyens nécessaires, financiers, humains, ne sont pas mis à disposition. Mais je ne voudrais pas commencer par ce point. Je voudrais dire d'abord, en vue de quoi il n'y aura pas de refondation de l'école si on ne s'attaque pas à ce qui a fait l'échec de ce modèle, la structure sélective, inégalitaire, élitiste. Autrement dit, on ne transformera pas l'école si le collège n'est pas réformé. Le collège unique a échoué. Il a échoué parce qu'on l'a conçu comme le vestibule du lycée, comme étant une étape dans le parcours scolaire qui est destinée à ceux qui vont aller le plus loin et non pas à ceux qui arrêteront avant. Autrement dit, en alignant le collège sur les objectifs du lycée et plus lointain encore, on a provoqué un échec de masse. À cela, il y a deux solutions. Il y a ceux qui disent, eh bien, faisons des filières différentes dans le collège et puis mettons les élèves les plus faibles ensemble parce qu'ils ont besoin d'autres méthodes, etc. Ou même mettons ces élèves qui ne supportent plus l'école, car on en est là. On a des élèves qui ne supportent plus l'école. Mettons-les en apprentissage à 14 ans. C'est une première voie. J'y suis tout à fait opposé, mais pas pour des raisons spécialement politiques, mais parce que sociologiquement, les études comparatives montrent que les écoles qui réussissent à être le moins inégalitaires et à amener le plus loin possible, le plus d'élèves possible, sont les écoles qui gardent les élèves ensemble jusqu'à 16 ans. C'est le cas finlandais, c'est le cas d'autres pays. Donc la solution n'est pas de dire on fait le tri dès la 6e ou la 5e ou à 14 ans. La solution, c'est de repenser le collège unique
comme le prolongement de l'école primaire, comme ce qui doit assurer les bases communes, la maîtrise des outils absolument nécessaires pour ensuite développer d'autres acquisitions. C'est donc, alors, ça ne plaira pas de dire que c'est une école primaire supérieure, alors ne disons pas cela, mais on pourrait le dire. On dira que c'est une étape particulière, mais qu'elle n'est pas indexée sur ceux qui vont faire des grandes écoles, qui vont aller en classe préparatoire ou qui vont faire une thèse. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut une école pour tous, démocratique, ou une école pour la réussite de quelques-uns et l'échec du plus grand nombre. Là, il y a un choix qu'il faut faire avec honnêteté. Il faut dire ce qu'on veut. Si on ne veut pas une école populaire, si on ne veut pas une école démocratique, on peut faire autre chose. Mais sans cette transformation préliminaire du collège unique, cette redéfinition du collège unique, on ne fera rien que du discours. C'est la première condition. La deuxième, mais elle est impliquée, c'est que dès avant, il faut revoir à la fois les rythmes et les programmes et les méthodes. Les rythmes, on sait ce qu'il faut faire. Les rapports s'empilent. C'est clair que nos rythmes journaliers, hebdomadaires, annuels vont à l'encontre de l'intérêt des élèves. On le sait, mais on n'agit pas. Parce qu'il y a le lobby du tourisme ou parce que des familles ne voudraient pas ceci et cela. Alors, comme souvent, jusqu'à présent, on tergiverse. Non, il faut expliquer les choses. C'est dans l'intérêt des élèves ou c'est dans l'intérêt de je ne sais qui? Si c'est dans l'intérêt des élèves, revoyons nos rythmes. Pourquoi nos lycéens ont-ils en moyenne 200 heures annuelles de cours de plus que la moyenne européenne? Qu'on sache, les bacheliers allemands ou italiens ou tchèques ne sont pas moins bons que nos bacheliers français. Et ils ont beaucoup d'heures de cours en moins. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons chargé les programmes. C'est une face de notre élitisme. Parce que charger les programmes, c'est d'abord ne pas pouvoir les traiter correctement, c'est devoir aller vite, c'est évidemment accentuer la sélection, puisque certains suivront avec peine peut-être, mais arriveront à suivre et d'autres ne suivront pas. Donc, réformons les rythmes. Les rythmes, ça veut dire parfois, peut-être, toucher à des horaires, diminuer des horaires, et où, on le sait, si on diminue ceci dans telle discipline, immédiatement, il y a des protestations, on dit qu'on va faire baisser le niveau, ou que telle discipline est importante. On n'arrivera à rien comme ça. Il faut avoir une vue globale, se mettre d'accord sur une vue globale et agir. Donc, le collège unique, les programmes, c'est déjà énorme, il ne s'agit pas de tout chambouler tout de suite, mais d'avoir une réflexion de fond sur ce qu'un élève d'aujourd'hui, qui va vivre dans le XXIe siècle, avec les bouleversements que l'on sait, les difficultés que l'on connaît, il s'agit de les armer, et de les armer tous. Donc il ne faut pas avoir peur de réfléchir, de dire il faut changer nos curricula. Et puis, il y a des techniques d'enseignement. Il faudra revoir un certain nombre de choses. On commence à savoir maintenant comment tel ou tel type de mise au travail est efficace ou n'est pas au travail. Il faudra avoir avec les enseignants et entre eux surtout des échanges sérieux sur les bonnes pratiques, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas et les généraliser. Alors déjà, si on arrive à se mettre d'accord pour aller vers cette transformation profonde, ce sera déjà beaucoup. Après, en effet, il faudra penser aux moyens. Mais personnellement, dans la conjoncture où nous sommes, je ne suis pas sûr qu'on puisse dégager beaucoup et à l'infini des moyens supplémentaires. Ça, ce n'est pas à moi de l'évaluer avec précision ni d'en décider, mais je crois que la plupart des gens comprennent que nous sommes dans une situation qui ne permet pas vraiment de développer les budgets de façon très très importante. Mais le budget de l'éducation nationale, c'est quand même le premier budget de la nation, juste avant le deuxième qui est celui du service de la dette, c'est-à-dire des intérêts que nous payons pour les dettes. Mais l'éducation nationale est le budget le plus important. Il y a beaucoup de répartitions à revoir à l'intérieur d'un tel budget. Par exemple, je ne crois pas qu'il soit très sage que les grandes écoles
bénéficie de la majeure partie du budget de l'enseignement supérieur et que l'université de masse qui scolarise la masse des étudiants ait un budget bien plus faible. Nous avons aussi le lycée le plus coûteux du monde, sans pour autant des résultats qui soient excessivement différents ou meilleurs que ceux des autres lycées. Toutes sortes de questions de ce type doivent pouvoir être posées sereinement. Et alors, je pense qu'on peut arriver à dégager les moyens convenables pour une école vraiment refondée.